Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre deuxième émission sur Achever Sartre de Laurent Tuile-Tartour. Et dans la création, parce qu'il a gardé, Béni a gardé les intimes de ses intimes. Il s'est débarrassé de ceux qui n'appréciaient pas et qui s'étaient retournés contre lui, qui avaient carrément porté force à Munich. Mais il garde par exemple Serge July, qu'il nomme à Libération. Oui. Bon, alors, d'abord, oui. Alors, Serge July, il faut le comprendre. D'abord, c'était vraiment c'était un maillon, c'était un maillon faible à l'époque, quand il est nommé à Libération. Il faut comprendre, c'est que Serge July était un jeune militant de la GP. Donc, Serge July travaillait pour Béni, Oui, oui. Pierre Victor, en gros. Et il était journaliste. Alors, il avait pas le titre, hein, mais enfin, il faisait un travail de journaliste, on va dire, pour la cause du peuple. Mais il n'était pas leader, il avait pas, enfin, il avait même un nom de guerre lui-même. Mais je veux dire, c'était pas, il est devenu Serge July, si je puis dire, une fois qu'il a commencé à travailler à Libération et que vraiment, il a fait une sorte de prise de commande et de pouvoir du journal en effaçant petit à petit Philippe Davy, qui était son premier patron, et en voyant aussi que ni Sartre ni Béni Lévy ne pouvaient s'investir au quotidien dans l'exercice, l'exercice et la rigueur que demande Oui. la création d'un journal au quotidien. Donc, quand il a vu qu'il y avait une sorte de vide, Julie a pris le pouvoir. Mais donc, c'était pas quelqu'un, tu vois, c'était pas un nom. Philippe Gavier était un nom beaucoup plus fort à l'époque. Donc, Serge Julie, voilà, c'était juste. Il voulait en fait quelqu'un de la base, de chez eux, de la GP, qui pouvait être une sorte d'agent de confiance. Il se dit, ben lui, c'est un militant, il va pas nous trahir. Ce qu'il l'aura fait un petit peu finalement. Mais c'était ça l'intention. Mais on n'avait pas à faire c'était pas encore une notoriété, c'était pas une Oui, il est personnalité devenu après. Et donc, influente. Voilà. Laurent, il l'embauche comme secrétaire. Oui, L'intérêt avant tout, puisqu'il avait déjà un foyer, Béni, c'est que ça lui donne des revenus, mais ça lui ben, ça donne change tout. surtout des papiers, une Ouais, ça carte change de tout. séjour. Exactement. Et c'est Exactement. là Il que vient se devient. greffer l'histoire de la moto que j'ai rapportée au tout début, Exactement. parce que je la trouvais très belle. J'avais hâte de la placer. Ça y est, elle est placée. OK. Exactement. Ben, maintenant qu'il a en fait, ses papiers de travail, donc il peut aller. Alors, il reste toujours étranger, donc ça ne change pas. Oui, Et il est toujours apatride, hein. Mais il a une situation légale de revenu, de travail. Et en plus, pour quelqu'un de très éminent en France, donc en étant secrétaire de Sarthe, ça donne tout d'un coup un statut social qui n'est plus le même. Et donc, il doit pointer, comme tu as dit, régulièrement, deux fois par mois, au poste de police pour et déclarer sa cela présence. n'enlève Mais ce qui rien. fait ça. Cela n'enlève rien à la valeur de Béni, parce que je voudrais rappeler ce que dit, on est friand de petites histoires, Elie Bengal, l'ami israélien de Ah Sartre, oui, qui a été aussi le compagnon d'Arlette, sa fille, qui dit, j'ai rarement vu quelqu'un, j'ai été frappé par sa pureté en parlant de Béni, par son caractère passionné, j'ai rarement rencontré un être aussi vibrant de sensibilité, mais aussi assoiffé de vérité. c'est Il y très avait beau. dans son Ouais, marxisme quelque chose de religieux et ouais, d'humaniste à ouais. la fois, de religieux, d'humaniste dans son ouverture aux gens. Le problème pour moi était son exaltation constante. Béni n'a jamais laissé les gens indifférents, en fait. Non, exactement. Et j'adore que tu cité Bengal, cette citation, parce que de toutes les dizaines et dizaines et des dizaines de sources que j'ai pu trouver, de témoignages sur ceux qui ont connu Béni, je trouve que c'est celui qui a réussi à trouver les mots les plus justes. Cette synthèse, tu as vu comme c'est bref, mais comme tout est dit, et comme ça recoupe un peu ce que tout le monde pensait, et je trouve qu'il le disait très, très bien, Bengal. Je suis très heureux de te citer ça parce que c'est extraordinaire. Et puis, je trouve que ça nous permet aussi de comprendre, parce que ça peut toujours paraître, moi, je te dis même, pendant toutes les années avant d'écrire, quand je faisais mes recherches, parce que je n'ai commencé à écrire ce livre, en fait, qu'à la fin de mon travail, si je puis dire, que quand je suis arrivé au bout de mes années de recherche sur le sujet,
dont on va parler, puisque vraiment le cœur de mon sujet, c'était de comprendre le scandale des derniers On va y Feds, des arriver. On sports va y maintenant. arriver. Les Voilà, hâtes, les hâtes. tout ça, tout ce qu'on fait, c'est pour essayer de comprendre. Ce que j'ai fait aussi dans le livre, c'est donc rétroactivement, c'est pour essayer de comprendre ce qui est arrivé avec ce scandale, bref. Mais donc, c'est quand je suis seulement arrivé au bout de mon travail de recherche et de pensée que je me suis dit, je vais écrire le livre. Et effectivement, j'ai trouvé que ce qui était dit là était extraordinaire pour comprendre comment un vieux philosophe de 65 ans pouvait à ce point être fasciné par ce jeune homme. Quand on entend ce que tu as lu, on comprend. On comprend que quel que soit son statut, quel que soit son âge, d'être face à un personnage de cette trempe, Absolument. fatalement, ça te marque et tu n'as pas envie de... Ben, D'autant il a fait que, tout ce qu'il a fait. d'autant que Benny n'est pas toujours très sympa avec Sartre. Enfin, il le remet en place. Quelque part, tu écris Benny qui s'adresse à Sartre lors de leurs échanges. Mais non, mon vieux, tu n'as pas écrit ça de cette façon-là. C'est Et génial. une chose est certaine, c'est que Sartre se plaisait en permanence avec ce Mais volcan. oui. Mais C'était ça un l'a volcan. revigoré. Mais il a revigoré Sartre. Parce que de lui parler comme ça, je te disais tout à l'heure, t'imagines, je te disais, personne ne le tutoyait. Béni, c'est le premier qui le tutoie. Mais là, ce que tu racontes maintenant, c'est même pas seulement qu'il le tutoyait. Moi, j'ai employé le verbe, j'ai dit le rudoyer même. Absolument. Il le poussait. Non, pourquoi en fait? Mais pourquoi? Il faut comprendre. Parce que quand on lit bien ce qu'ils ont écrit ensemble, c'est qu'en fait, il avait une telle admiration, Béni, pour Sartre. Il voulait presser de Sartre et du cerveau de Sartre comme un citron. Il voulait presser tout le jus, toute la quintessence. Donc, ce que tu lis là à l'instant, c'était pour lui dire, mais enfin, mais dis-nous plus, va plus loin. Il le poussait en fait, il voulait en tirer le maximum. En plus, il sentait qu'il Oui. arrivait sur sa fin de vie. Sartre, il commençait à être malade. Et donc, en fait, il le pressait, il le pressait, il le pressait pour essayer d'obtenir le plus possible de lui, ce que je trouve qu'il a réussi à obtenir, ce qui est extraordinaire. Et Et d'ailleurs, Sartre, on ça l'a arrive, réveillé. on, Sartre, ça lui a donné une bouffée. Il était en fait au haut de l'Himalaya mais tout à fait. avec Béni. Ah, c'était extraordinaire. Il n'y Il y a avait eu que un échange, comme tu as dit ah, tout à l'heure, entre les c'est deux. Mais magnifique. Et d'ailleurs, là, ouais, il n'y avait que Benny qui pouvait se permettre en 74, parce que Sartre partait du principe qu'il avait vieilli, il voulait terminer son quatrième tome sur Flaubert, et Benny lui Flaubert. dit arrête, arrête avec ce Flaubert, arrête. Il y a que, il y a, c'est la seule personne qui a pu se permettre de dire ça à Sartre. Et Sartre Ouais, accepte. exact. Ça, c'est Sartre vraiment accepte l'année parce que 74. c'est Et là, exactement ça. justement, ça va dans ton sens Et, parce qu'on avance. c'est ce que tu dis, c'est là-dedans. Hein. C'est On a raison de se révolter. Ça ne m'étonne pas. C'est là qu'il lui dit, arrête en fait avec le romanesque. Bon, ça, c'est bien ce que tu dis. Ça nous permet aussi de replacer un peu les choses dans le contexte sur Sartre, parce qu'aujourd'hui, c'est une figure, peut-être, on sait plus vraiment trop ce qu'il. Il faut savoir il a écrit de tout, Sartre. Quand je dis de tout, je veux dire des nouvelles, des romans, du théâtre, des essais philosophiques, des essais politiques. Vraiment, il a été d'une variété incroyable en production littéraire. Et il a excellé dans chacun de ces domaines. Donc, il est un grand auteur de théâtre, un grand dramaturge, un grand romancier, un grand noveliste. Bref, dans tout il a touché à toutes les formes d'écriture. Et effectivement, à ce moment-là, son fameux Flaubert, comme tu dis, alors là, c'est brillant ce qu'il a commencé à faire sur Flaubert, ou ce qu'il a fait sur Jean Genet aussi, c'est extraordinaire. Il a voulu vraiment comprendre, il a poussé en fait la biographie à un niveau que personne n'avait jamais pu atteindre, puisqu'il voulait rentrer Et alors, il ne croyait pas à l'inconscient freudien. Bon, il avait sa propre psychanalyse euh, expérimentale, Sartre, mais bref. Et donc, il voulait terminer, comme tu dis, son dernier tome sur Flaubert. Mais pour Béni, c'était vain. Il lui dit, mais enfin, arrête avec le romanesque, parce que pour lui, il n'y avait que l'engagement politique. Et il lui dit, ne te perds pas à ça. Il lui dit, il te reste peut-être juste quelques années, je t'en prie, apporte-nous encore ta pensée, ta réflexion, ta vision du monde. Aide-nous à faire aboutir la révolution. Quand il parle de révolution, il veut dire la justice sociale. Hein. Il y a que ça qu'il a en tête. Et il Donc, l'obtient. Et il l'obtient. et il obtient parce qu'en fait, ça, effectivement, lui-même qui a toujours, justement, on l'a suffisamment, ses opposants lui ont suffisamment reproché d'être de faire appel à la conscience des gens. Et donc lui-même a été interpellé
sur sa propre conscience et il n'a pas pu se défausser, même si son âge était avancé, parce qu'au début, il dit oui, mais je suis plus en âge. C'est très beau à lire, parce que c'est Ah oui, pareil, dans ah Raison oui, de se révolter, c'est aussi sous forme de dialogue. C'est extraordinaire parce que tu vois qu'il y va, il rechigne, il dit mais non, mais tu comprends, je peux plus, j'ai plus l'âge de faire ça, je peux à peine marcher, je peux plus me faire du bien. Et il le pousse, Benny le pousse, et à la fin, il lui dit t'as raison. Et heureusement, parce qu'ils vont produire ensemble pendant plus de 5 ans une ah œuvre qui est oui. juste, moi, que je trouve Et magistrale. quand même, dans cette partie-là, on est encore en 74-75, Benny est toujours farouchement anti-israélien. Euh, n- non, il a évolué. Il a évolué. En Il tout a cas, là, moi, évolué. ce que je Ouais, lis, ouais, euh, vas-y. l'appel à la destruction de l'État juif ne l'émeut pas. Non. Il a peut-être évolué depuis 72, mais Ouais. il n'a pas encore basculé. Le moment n'est pas encore Non, là. non, il n'est L'accouchement pas n'est pas encore. encore prêt. Il y a Ouais, les douleurs, ouais, les c'est vrai. prémices, mais C'est vrai. l'accouchement n'est pas encore là. Tu as raison. C'est Mais vraiment la maïeutique, hein. je sais, mais je précise ça. Alors, c'est vrai, tout devient un peu complexe, mais après tout, on est là pour ça, on en parle. Le livre, il paraît en 74, mais en fait, il a été écrit en 73. Et si tu veux, entre le moment où il a dit ça et le moment où le livre est sorti, lui-même est arrivé déjà dans une évolution de sa pensée par rapport à Je Israël. comprends mieux. Je Donc comprends ça, mieux. voilà, mais je termine tout de suite au moins, je dégoupille tout de suite, comme ça, si tu veux, ce sera fait pour toi et pour nos auditeurs. Il n'est jamais devenu sioniste, soyons clairs, même s'il va aller en Israël et vivre et mourir Hum. là-bas, mais il ne sera jamais sioniste, sioniste au sens j'entends au sens nationaliste du Oui, terme. oui, L'aspiration, c'est-à-dire le fait que les Juifs retournent sur leur terre, il a admis. Et lui-même, il va le faire. Mais il avait en horreur et en détestation le nationalisme, quel que soit le pays et sous toutes les formes. Il trouve que ça rabaisse, c'est avilissant, enfin, tout ce qui est lié au nationalisme, tu vois. L'amour du drapeau, baiser le drapeau, c'est pas du tout, c'est pas lui. oui, Donc, c'est pas voilà. sa Donc, tasse de thé, hein. non, c'est pas du tout, Et du tout. alors, Sartre fait quelque chose de très bien parce il lui obtient même un poste à la fac. Et Ah, Benny enseigne à Paris 7. bravo, exactement. Non, mais il a, en fait, j'ai utilisé une expression pour comprendre tous les bienfaits que Sartre a fait pour Benny au fur et à mesure des années, sur son statut social, sur enfin tout ce que tu dis. Je dis en fait, il a fait sur lui un matraquage d'amour. Et il a en fait, et c'est pour ça que je dis moi que c'est plutôt Sartre qui, d'une certaine façon, a manipulé Benny pendant toutes ces années, manipulé pour le faire naître à lui-même, hein, comme tu as dit tout à l'heure, pour lui faire redevenir Benny Lévy qu'il Tout avait à fait. occulté. Et c'est vraiment l'influence de Netzar. Je dis ça parce que jusqu'à ce que j'ai fait ce livre, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui 2024, on nous a vendu l'inverse. On nous a Exactement. vendu une légende où ça aurait été le jeune homme, et on verra pourquoi sûrement, et Mhm. qui aurait manipulé Sartre, on verra ce qu'il lui reprochait, qui est complètement faux. Alors Et bref, justement, et moi, ouais, Laurent, nous avançons parce que je vois que l'heure d'accord. avance aussi. En 75, alors que fait Ouais. Sartre? Il fait quelque chose de magnifique pour Benny. Il écrit à qui? Et ben, alors, il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait de sa vie. Il écrit au président de la République. C'est la seule lettre, le seul document écrit de Sartre adressé à un président. C'est la seule fois qu'il a sollicité un président. C'était VGE, Valéry Giscard d'Estaing, qui venait de succéder à Pompidou. Et il lui demande quoi, effectivement? Il demande à Valéry Giscard d'Estaing d'accepter de faire naturaliser Béni Lévy, chose qui lui avait été refusée parce qu'il avait fait plein de demandes, hein. Déjà, il avait Oui. commencé sa première demande, c'était son prof, son maître Althusser à Normal Sup, donc on parle vraiment des années Mhm. 60. Dès qu'il a été admis à Normal Sup, il a tout de suite voulu être naturalisé, mais on lui a refusé systématiquement parce que sur les fichiers des RG, hein, les renseignements généraux, la police politique, on va dire, il a été catalogué comme tu as dit tout à l'heure, agitateur, extrémiste, radical. Donc, il ne voulait pas d'un énergumène pareil, c'est comme ça qu'il disait, comme citoyen français. Bref. Et donc, Sartre fait une lettre, et la lettre, je l'ai lue, elle est juste sublime. Bon, c'est du Sartre, je savais écrire. Et donc, la lettre est juste superbe, très courte, adressée à VGE. Et en plus,
il savait que Giscard d'Estaing était un de ses admirateurs. D'ailleurs, flash forward, hein, comme on dit en cinéma, Ouais. ok, un bond en avance, comme dirait un certain réalisateur qu'on connaît bien, toi et moi, Emmanuel Nakache. Flash forward, euh, quand Sartre va mourir, Valéry Giscard d'Estaing va demander à assister aux obsèques, ça lui est refusé, parce que bien entendu, on sait que c'est un anarchiste, Sartre, donc et Simone de Beauvoir ne voulait pas que des politiques puissent récupérer les obsèques, elles n'ont été que populaires, mais il a eu quand même, il a obtenu de pouvoir se recueillir Valéry Giscard d'Estaing on raconte que ça a duré plus d'une heure, en tête à tête avec la dépouille de Sartre avant son inhumation. Bref. Donc, il sait que Giscard l'admirait et il trouve comme argument, pour en finir de le convaincre d'accepter de naturaliser Béni Lévy, il lui dit, parce que je ne pourrais terminer mon œuvre à laquelle je travaille, je ne pourrais la terminer sans l'aide de ce jeune homme qui est mon secrétaire particulier et qui m'aide à l'écrire puisque j'ai perdu la vue. Et il reçoit 2 jours plus tard la réponse de VGE et, Bravo. qui, et Giscard, quand il s'adresse à Sartre dans la lettre, là aussi je l'ai lu, il l'appelle très cher maître. Donc, tu as le président de la République qui s'adresse à Sartre en l'appelant maître. Et il Bravo. accepte. Et il devient effectivement, à ce moment-là, citoyen Et il français. Il organise accepte même une fête. Il organise un une dîner fête. privé. Son Ça ami. devient vraiment merveilleux. Et alors là, Béni va proposer à Sartre d'écrire un livre à deux. Non, si je suis désolé, c'est presque ça, mais en fait, c'est l'inverse. C'est Sartre qui propose à Béni d'écrire un livre à Ah deux. oui, Donc, oui, oui, il propose à Béni, pardon, excuse-moi. Oui, oui, il lui propose non, parce que ça a d'écrire. son importance, hein, parce que Oui, oui, tout à fait. Oui, parce justement, que il ne faut pas qu'on croie après, qu'il y a une manip. ça a d'autant plus d'importance que la chute, après, C'est ça. il va en être Et, et si je peux, question. et si je peux me permettre, Monique, comme ça au moins on l'a précisé bien, ce que tu dis là, il faut savoir que donc on cite Sartre qui a dit ça dans une interview au journal Libération 76, et c'est dans le journal Libération 76, donc on est 4 ans avant la Avant la publication fin, de la oui. 4 ans avant, et il dit, c'est moi qui ai demandé à Béni, qu'il appelle Pierre Victor, il a dit, je veux qu'on écrive ce livre. Il lui donne même un titre, Pouvoir Liberté. Donc en fait, le premier qui en parle publiquement et qui dit que c'est son idée, c'est Sartre, hein. Il n'y a pas C'est grand, d'ambiguïté c'est là-dessus. vraiment très grand. Et en fait, c'est Oui, pas un simple dialogue, c'est vraiment une discussion, confrontation d'idées, de points de vue contradictoires. Enfin, euh, c'est d'une richesse. Et alors là, tu vas nous en parler parce que donc Béni vient tous les jours chez Sartre. Pratiquement, il ouais. aurait pu dormir chez Sartre, hein, Ouais, ouais. honnêtement. Hein. S'il Il y a n'avait pas de toujours crédit, des il aurait pu séances de dormir. lecture. Et Oui. c'est là que Béni découvre un philosophe qui va aussi beaucoup lui apporter. Ah, là, ça me touche. Bah, tu parles de mon maître, Ben Emmanuel. voilà, ça te touche d'autant plus que je sais que Laurent Tultartour a été également l'élève d'Emmanuel, le grand Emmanuel Lévinas. Exactement. C'est mon père qui lui a parlé de moi. J'étais jeune étudiant. Enfin, étudiant, j'étais au lycée, hein, mais j'étais déjà féru de philosophie. Et je rencontre Lévinas et il accepte de me prendre comme élève et j'intègre son école, l'école normale israélite orientale à Michel-Ange, À Legnaud, oui. à l'Egno, voilà, exactement, voilà, où ça a été, pour moi, ça a été la période la plus incroyable de ma vie d'avoir cette interlocution avec Lévinas. D'ailleurs, je n'aurais pas fait ce livre, je n'aurais pas connu cette histoire, je n'aurais pas travaillé sur ce sujet sans Lévinas qui m'en parle Bien lui-même. sûr. Donc, effectivement. Alors, tu as dit, je vais me permettre encore une fois de Oui, oui, bien préciser, sûr, la précision, c'est important. tu as dit, Béni découvre Lévinas. Alors, en fait, il redécouvre Lévinas parce que on sait qu'il a lu Lévinas lorsqu'il était déjà à Normal Sup. On a non seulement le témoignage de Béni, on a le témoignage de BHL, parce que BHL était jeune étudiant à Normal Sup, et le papa de BHL avait fait engager le meilleur élève de Normal Sup, qui avait 2 ans de plus que Bernard-Henri Lévy, pour lui donner des cours particuliers pour le mettre un peu plus au niveau, et c'était Béni Lévy, ce qui est incroyable. C'est On sait que incroyable. plus Donc tard, il va devenir BHL, BHL a été l'élève de Béni, en cours un cours particulier. Parce que particulier. le papa de BHL, il a demandé à Althusser, à Normal Sup, il lui a dit, je veux faire des cours je veux donner des cours particuliers à mon fils, qui est votre meilleur élève.
Il lui dit, c'est un certain Béni Lévy, voilà. Et ça, c'est la petite histoire. C'est Bernard-Henri Lévy qui a raconté ça. Pour la petite histoire, Béni Lévy, qui est l'éditeur d'Achever Sartre, de mon livre. Donc, je tiens ça de lui aussi. Et donc, il avait lu. Et puis, on a un certain Pierre Goldman. Alors, ça, je Oui, pense que ça évoque, hein, voilà, c'était le demi-frère bien du sûr. chanteur Jean-Jacques Goldman. Pierre Goldman a écrit un livre qui est admirable d'ailleurs, c'est ses mémoires. Et il raconte dans ses mémoires que lorsqu'il croisait Béni Lévy, parce qu'ils ont été compagnons de lutte avec Béni Lévy à son époque en Massup, donc on parle en 68, et il dit qu'il le trouvait en train de lire du Lévinas. Donc je te dis pour les recoupements de sources, donc oui, c'est sûr, Béni avait lu, connaissait Lévinas, mais ce que va dire Béni, c'est qu'en fait, pour ça, c'est vraiment une redécouverte de Lévinas avec Sartre, par Sartre, grâce à Sartre, parce qu'en fait, il n'avait pas vu ce qu'il fallait voir dans Lévinas à l'époque. Donc, en fait, il a un peu survolé. Et c'est Sartre qui va lui faire comprendre Oui. la révolution de la pensée lévinassienne. Parce qu'il y a une révolution dans cette pensée. D'autant que Sartre reconnaît avec beaucoup d'humilité qu'il a découvert la phénoménologie et Husserl par Lévinas. Merci de dire ça, Monique. Ben oui, c'est important. J'adore que tu rappelles ça parce qu'on oublie trop, effectivement, tu as raison. La phénoménologie, qui est donc ce courant de pensée allemand, dans les années 30, effectivement, et c'est sur ce courant de pensée que Sartre va bâtir sa propre théorie qu'il va baptiser l'existentialisme, qui est en fait une phénoménologie recuisinée à la sauce À la Sartre. méthode Sartre. Sartre et Hein. avec son génie de le rendre grand public. Parce que la phénoménologie du CERN, il n'y a pas plus obscur. C'est vraiment un truc sur lequel on souffre quand on étudie. Il y a des idées admirables, mais c'est vraiment ardu. Et il a réussi à en faire quelque chose de très populaire, hein. Ça l'a rendu d'ailleurs vedette, Alors, hein, j'oublie pas avec quand même de l'existence. signaler Oui, que Pierre Goldman avait oui. pressenti Mm. que Pierre Victor allait Oui. redevenir Béni Lévy. Ben, je sais pas si tu as la phrase Ah que j'ai oui? citée de son livre. Ouais, Ah oui, ouais. oui, je crois que je l'ai. Oui, parce qu'il Euh, donc un livre paru avant la fin de l'aventure, bien sûr, entre Benny et Sartre, Ah hein, oui, donc oui, tu tout as à raison. fait. Il a eu une intuition, en fait, Pierre Goldman, au milieu des années 70, il a eu une intuition que Benny Lévy allait. Puisqu'il parle même déjà, il a dit il avait un esprit talmudiste, ce qui est quand même invraisemblable, parce qu'il faut comprendre C'est très fort. on ne peut pas plus éloigner du judaïsme que l'était à l'époque Benny Lévy. Donc, Tout à fait. que Pierre Goldman dise ça à l'époque, alors qu'on connaît la fin de l'histoire, qu'effectivement il va devenir un talmudiste, mais bien plus tard, on se dit vraiment, il avait ce gars, ce Pierre Et Goldman d'ailleurs, avait on ne vraiment peut pas trouver un plus sens. éloigné que Pierre Goldman aussi, parce que Pierre Goldman était dans la culture yiddishisante, d'accord? Mm. C'était les relents du judaïsme yiddish de la communauté ashkénaze, mais il n'y connaissait rien, mais il sentait, il était le fils du shtetl. Oui, on va dire, il y a quand même une belle nuance entre les deux, hein, qui est importante, c'est qu'en revanche, euh, Pierre Goldman n'a jamais renié À sa, jamais, sa jamais, condition juive, au contraire tout à même. fait. Non, je ne Il retrouve était pas la même, ouais, phrase. Peut-être que je la il- retrouverai tout à l'heure. Dès que je la ouais, retrouve. Et on arrive en ouais, 77, Laurent. Alors, ouais, en ouais, 77, la complicité est encore plus importante entre Sartre et Béni. oui. Bah, Et ça fait déjà. Ouais. Ça fait déjà donc quelques années qu'ils travaillent ensemble, comme tu disais, au ouais, quotidien. Hein, le travail consistait le matin à faire de la lecture. Enfin, c'était Béni qui lisait des textes à ça. Ils avaient tout un programme, hein. Alors, bien sûr, leur thème principal, c'était le thème de la Révolution. Hein, il faut comprendre que depuis 1789, il n'y a pas un philosophe français qui n'a pas ce thème en tête, mhm. puisqu'on se dit où ça doit mener. Parce que jusqu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas toujours abouti à la finalité de cette révolution 1789. Bref. Donc, mais alors vraiment, ils ont tout passé en vue. Hein. Tous les penseurs de la Révolution, ils ont tout passé en vue. Alors, c'est pour ça que c'est un travail très long à travers les années. Comme tu as dit tout à l'heure, très justement, ils sont passés par Lévinas, avec sa propre révolution à lui. Pour dire un mot juste, la révolution de Lévinas, c'était de ramener les vieux textes, comme il dit, hein, les vieux grimoires poussiéreux, hein, je cite Lévinas, très joliment dit, les vieux textes de la pensée juive, de les ramener dans la pensée occidentale, puisque
la philosophie grecque, hein, d'origine, euh, elle est née, elle s'est inscrite en repoussant l'idée de Dieu, évidemment, hein. C'est tout le concept. C'était la raison contre la mystique, contre les mythes, hein, parce que Dieu, c'était des mythes. Et Lévinas, sa révolution, c'est qu'il ramène les textes du Talmud, de la science juive, et il leur donne une légitimité dans le courant de pensée occidentale. C'est une révolution C'est absolue. vrai, c'est vrai. Et il place comme valeur suprême l'éthique, qui est la valeur suprême des textes juifs. Bref. Donc, ils font toute la révolution ensemble. Je parle de la philosophie, de la pensée de la Tout à révolution ensemble, fait. effectivement. Donc, 77, on est encore en plein dedans. Ils ont commencé en 75. Euh, pour eux, leur ouvrage, qui sera donc un ouvrage discursif, hein, une discussion à deux, un entretien entre les deux, il va s'appeler Pouvoir et liberté. Mais alors là, justement, il y a un dialogue entre les deux qui est très intéressant et qui est un petit peu, qui va nous donner la trame de ce qui va se passer après. C'est que Béni dit à Sartre, tu sais, c'est pas évident entre nous l'égalité. Ouais. Et Sartre lui répond, oui, tu as raison, on pourrait dire aussi que tu me manœuvres et l'égalité Incroyable. n'existerait pas non plus. C'est quand même Il a tout vu venir. incroyable. Non, mais c'est là le génie de Sartre. Donc en 77, c'est génial que tu dis ça. En 77, donc 3 ans avant le scandale qui va venir, Tout à fait. en gros, Sartre avait anticipé le scandale. Sartre savait comment allaient réagir les gens. Et c'est là où moi, ce que je démontre dans le livre, c'est qu'en fait, il désamorce. Il Oui, dégoupille le truc avant. Mais oui, sauf que, bien sûr, au moment où le scandale est né, ils ont voulu oublier que Sartre avait dit ça. Ce que tu cites là, c'est un entretien entre Sartre et Béni Lévy, encore dans Libération, un entretien publié dans Libération en janvier 77. De mémoire, le 16 janvier 77 dans Libé. Ça a même fait la une de Libé, parce que c'était la première fois que Sartre parlait depuis longtemps. Et effectivement, c'est extraordinaire. Il lui dit, voilà, si tu n'es pas mon égal, on va dire que tu pourras manipuler. Il a senti venir la chose. C'est extraordinaire. et On là est. justement, tu démontres, bien sûr, on sait que Béni va se sentir conquis par la pensée lévinassienne, tout Oui, en reconnaissant une grande différence entre Lévinas et Sartre. C'est que oui, Lévinas se demande si derrière la philosophie occidentale bimillénaire ne se cacherait pas la philosophie juive trimillénaire. Mais il y a aussi une différence entre Lévinas et Béni. C'est que Béni s'autorise dans son évolution à citer des textes de la Torah, chose que Lévinas ne cite pas. Lévinas reste dans un carcan philosophique. Il étudie les textes avec ses si élèves, je peux mais me il ne les permettre, cite pas. alors, si je peux me permettre, il les Oui, oui, cite. bien En sûr. fait, Lévinas, il a choisi de séparer ces deux axes de travail et de réflexion. On va Hein. dire la pensée occidentale et la pensée juive. Donc, c'est pas qu'il cite pas, au contraire, il cite. Si tu lis ses études sur les traités talmudiques, on ne veut pas plus, il ne fait que ça même. Mais on va dire, il a séparé, il n'avait pas les mêmes éditeurs et c'était des ouvrages différents, de nature différente. Donc, tu as toute la bibliographie de Lévinas sur la pensée juive, que Hein. Béni va lui trouver un très joli nom, il va appeler ça la pensée du retour. Et à part ça, il y a les œuvres de Lévinas qui s'inscrivent dans la pensée occidentale, hein. Lui-même était, comme on a rappelé tout à l'heure, le premier phénoménologue francophone, Tout à parce que c'est fait. lui qui a fait découvrir à Sartre la phénoménologie du cerf, bref. Mais en fait, non, donc il citait, mais simplement ce que je veux dire par là, c'était qu'il Oui, en il fait, avait bien séparé. tout à fait. Et Oui, je voilà. comprends. Et la nouveauté pour Béni et sa propre révolution à lui de penser, alors, ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai aimé aussi. Tu sais ce qu'on appelle un palimpseste? C'est un Oui, terme un peu bien technique. sûr. Voilà. Bien Mais un sûr. palimpseste, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire, il disait, comme tu dis, sous les textes Absolument. de la pensée occidentale se cache C'est, la je pensée. trouve, la force de Béni. Oui. C'est pour ça que c'est un grand penseur au final, parce qu'il a apporté lui-même quelque chose de nouveau. C'est en Oui. fait ce qui est extraordinaire dans mes trois personnages que j'ai dans ce livre, que sont Sartre, Lévinas et Béni Lévy.
C'est ce que je voulais en fait partager aux gens. C'est que les trois ont chacun successivement apporté leur pierre dans ce propre cheminement de pensée et montré les intrications les uns des autres, ce qui avait été occulté, je trouve. C'est-à-dire que c'est ce que je démontre moi, c'est de dire, comprenez une chose, et c'est pour ça que ça m'a fait plaisir que tu l'aies cité. Sartre doit énormément à Lévinas. On ne nous le dit pas assez. Et en même temps, on n'a pas dit nous, mais Lévinas doit aussi beaucoup à Sartre, parce que si Lévinas Oui, a initié une pensée juive, c'était en réaction, absolument, c'était en réaction à la publication de ce petit absolument, bouquin de tout à Sartre, fait. hein, en 46, et il a écrit ce petit texte qui s'appelait en 47, donc Lévinas en réaction au texte de Sartre, être juif, et c'est à partir de là qu'il va développer toute sa pensée. Donc, ils se devaient chacun, ils étaient redevables l'un l'autre. Tout à fait. Effectivement, comme tu as dit, Béni lui-même, et c'est là où il va apporter sa propre créativité, sa propre personnalité, sa propre force de pensée, c'est que lui, il va essayer de dépasser Lévinas, qui est quand même incroyable. Il va dire, mais moi, je ne vais pas avoir les pudeurs de Lévinas, de ne pas mélanger la pensée juive. Mais au contraire, il voulait une guerre des idées, hein, il voulait une guerre des esprits, et il disait, il ne peut y avoir qu'un vainqueur, parce qu'il avait une fougue. Il faut lire Béni Lévy, hein, ses livres. On sent tout ça, il faut l'entendre aussi, parce qu'il y a Et là, ces cours, on l'entend parler. Les douleurs de l'accouchement avancent. Oui, Et Sartre, parce que en parlant justement des différents textes, Béni lui dit que ouais, bon, mais moi je suis pas hébraïsant. Et Sartre lui répond, ce n'est pas un obstacle définitif pour un Français qui ne sait pas l'hébreu, il n'a qu'à l'apprendre. Et Béni prend comme professeur d'hébreu mon ami Shmuel Trigano. Shmuel Trigano, Et pas exactement. n'importe qui. Non, D'accord. Et là, on voit toute cette transformation chez Béni. C'est pour ça que je parle de l'enfantement, des douleurs de l'enfantement qui oui, approchent. très juste. C'est vraiment, c'est la maïotique et le personnage qui va naître. Ça ne Oui. sera plus jamais le même personnage. Non, non, non. Non, et puis il faut dire que quand il va commencer à apprendre l'hébreu, il s'est aussi passé une chose, hein, c'est que Sartre, suite à la visite historique du président égyptien, du Raïs, comme on dit, hein, de Sadat en Égypte, En pardon, d'Égypte 78. à Jérusalem, ouais, et ben, Sartre se dit en fait, je peux encore toucher une corde de plus sensible sur mon ami Pierre-Victor pour le faire redevenir Tout qui à il est fait. lui-même. Il n'est jamais allé, Béni Lévy n'était jamais allé en Israël de sa vie. Sartre y était déjà allé. Il y avait Simone de Beauvoir. Il a toujours été sioniste, affirmé, assumé ça, à la grande différence de Béni. Et il se dit, il faut que j'emmène ce garçon en Israël. Ça y est, je l'ai initié à la pensée de Lévinas, la pensée du retour, etc., etc. Maintenant, il faut qu'il mette les pieds en Israël. Et donc, il trouve ce prétexte, il lui dit toi-même qui es égyptien, hein, il fait le lien avec sa date, maintenant que lui y est allé, viens, on y va. Et ils y vont ensemble. Et effectivement, alors là, tu vois, donc tout ça s'est enchaîné. Donc il vient à Jérusalem pour la première fois de sa vie bénie. Il va se passer un événement colossal dans sa vie, à ce moment-là, à Jérusalem, en présence de Sartre. Les gens ont découvert ça, je peux dire les temps. J'adore les réactions. Les gens, ils sont surpris quand ils découvrent ce qui s'est C'est passé là. géant, c'est C'est géant. géant. Et suite à ça, effectivement, il va se mettre, en rentrant à Paris, à apprendre l'hébreu, à commencer à étudier. Et avec lui, d'ailleurs, la fille de Sartre, Arlette Elkeim, dont tu as parlé tout à l'heure, ils vont étudier ensemble. Et effectivement, il va commencer là euh, je dirais pas, je sais pas si c'est encore un retour, je pense que c'est encore un peu tôt, hein, si on veut Non, pas encore, précise, pas précis. encore. Mais en tout cas, à s'instruire. Voilà. C'est ça, on va dire, ce qui se Oui, passe là. Il n'en est pas encore. Il est, en tout cas, il s'instruit. Il décide de plus être un ignorant de la chose juive, de la pensée juive, et il décide, comme il a su faire toute sa vie sur tout ce qu'il a étudié, de s'instruire et de devenir un expert. Et il va et devenir un il expert. dit carrément, il parle pour la première fois de renaissance. Oui, Sartre m'a vu renaître. oui.
Alors ça, il le dit Alors, C'est quand il est à Jérusalem. ce témoignage, c'est très rétroactif. Sur le Ah, moment, je pense qu'il n'aurait jamais formulé les choses comme ça, parce que lui-même était, comme tu as dit, il était en plein accouchement de lui-même, si je puis dire, par Sartre, hein, qui était, comme tu as dit, son tout à fait. Socrate. Hein, mais il était en train d'accoucher de lui-même. Hein, Béni Pierre-Victor, il était en train de Il n'est pas redevenir. encore béni, en fait. Pour Voilà, et donc Miguel, c'est. il commence à devenir béni parce qu'il fait sa bar mitzvah. Et Ouais, Sartre organise un repas très dans tardif, un hein, restaurant cachère ouais, à Jérusalem avec exactement. Arlette et Elie Bengal. Il Ouais. y a des moments vraiment très très forts parce qu'on avance en même temps justement dans cette maïotique. Et le plus fort dans l'affaire, c'est Sartre qui est d'une patience extraordinaire parce qu'il ne Ouais. précipite pas les événements. Chaque événement doit arriver et on le voit très très bien. C'est un joueur de Go. Ah oui, ah Tu oui, vois la patience, c'est pas joueur d'échecs parce qu'il n'y avait pas de guerre entre eux, au contraire, mais joueur de Go, c'est-à-dire que c'est tout à vraiment fait. son terrain, son territoire, il prenait son temps, il plaçait, il entourait Béni progressivement. C'est extraordinaire ce qu'a fait ça. C'est là Il qu'on le voit. téléguide, il le téléguide. Et Alors, je trouve que. 79, Vas-y, Sartre vas-y. invite Emmanuel Lévinas chez lui. Ah ouais, ça c'est la grande rencontre au Là, c'est sommet. grand. Ouais, Là, c'est grand. ouais. Et que dit Lévinas? Il y a une très belle citation que je me permets de lire. Pendant 2000 ans, le peuple juif n'en était que l'objet de l'histoire humaine dans une innocence politique qui tenait à son rôle de victime. Elle ne suffit pas à sa vocation. Depuis 48, Renaissance d'Israël, le voilà entouré d'ennemis et toujours en question, mais aussi engagé dans les faits pour penser, pour faire et refaire un État où devra s'incarner la morale prophétique et l'idée de sa paix. C'est énorme. Un État regarde comme on en est loin, malheureusement, un Eh oui, État, Lévinas, un État d'Israël où devra s'incarner l'idéal prophétique. C'est ça, Emmanuel Lévinas. tout à On n'est fait. pas dans le petit sionisme politique, Pas la du petite tout. Pas du idéologie tout. nationaliste. On est dans une incarnation de ce que représente réellement toute l'essence de la condition juive. Parce Oui, qu'à quoi ça sert? tout à Pourquoi fait. on est là? On est là pour étudier, nous dit-on. On est là, Maïmonide, tout le Talmud nous dit, notre vocation, c'est d'étudier et de faire advenir cet idéal prophétique, c'est ce que nous rappelle Lévinas. Quand il parlait, c'est pour ça que c'était un géant. Il ne nous parlait pas, encore une fois, en petite politique politicienne, des petites visions à courte vue, comme beaucoup aujourd'hui, malheureusement, même de rabbins que je trouve trop souvent qui Oui. disent des choses pas assez admirables. Et là, sans être lui rabbin, je trouve qu'il nous amène à un niveau de conscience. J'arrête pas de dire, en Israël, quand je suis à chaque fois en Israël, je dis toujours, je vous en prie, écoutez Lévinas, écoutez Lévinas. On n'est pas là juste, c'est pas juste un havre pour les Juifs pour vivre. Et on a vu d'ailleurs ce qui était terrible le 7 octobre, c'est la première fois qu'à l'intérieur même du territoire, on nous a massacrés comme on nous massacrait à l'époque en diaspora. Donc, on voit bien que même ça, il y a eu quelque chose qui a été fracassé ce jour-là et je ne sais pas comment on va faire pour s'en mettre réellement et pour nous reconstruire. Mais on en a vu d'autres, je pense qu'on y arrivera. Mais si tu veux, tout ça nous montre qu'on n'est pas encore dans ce que appelle là Lévinas quand il rencontre Sartre en 79 à ce point-là, de dire de faire incarner cet idéal prophétique. C'est la vocation d'Israël. Et alors Par-delà le rassemblement des là, il juifs. y a un très beau passage où tu rappelles que Béni est entre Lévinas et Sartre. En leur trouvant, il trouve à Lévinas un charme craquant. Il a toujours, et lui-même, Lévinas, était intimidé par Sartre, parce que c'est quand même une grande famille française. Lui, petit, venant avec son accent ukrainien, les deux avaient un accent, mais pas de la même origine. Euh, il y avait quand même quelques points. Il y aurait eu un dessin. On pourrait croquer des Ah, mais dessins. c'est ça. En fait, moi, si je vais te dire, cette scène, j'ai surtout fait appeler à mon imagination. J'ai surtout Je fait appel, comprends. pardon, mon imagination et puis j'irai surtout à mes souvenirs. En fait, je vais même te faire une petite confidence. Quand j'ai livré mon manuscrit à Grasset, à Olivier Nora et Bernard-Henri Lévy, je n'avais pas fait ce petit portrait de Lévinas. Il n'y avait pas ce petit portrait de Lévinas. Je racontais la rencontre.
mais je n'avais pas décrit Lévinas. Et là, Olivier Nora me dit, le président de Grasset, il me fait juste cette remarque, il me dit, c'est dommage. Il me dit, vous décrivez bien Sartre, mais pas Lévinas, et en plus, vous l'avez bien connu. Et ce que je me suis dit, mais en fait, oui, celui que j'ai connu moi très bien, c'est le même qu'a vu Béni, donc je vais pouvoir facilement Tout à le, fait, tout à fait. le décrire. Et ce que moi j'ai connu, effectivement, alors tu as raison, il y a des similitudes physiques entre les deux. D'abord, ils avaient le même âge quasiment, hein, ils sont nés quasiment la même année. Euh, Très proches physiquement. C'est vrai, tu as raison, c'est bien de te souligner. Ils avaient chacun un accent très prononcé. Alors évidemment, l'accent de Sartre, tu en as parlé au tout début, je me rappelle, hein. Il a une voix même un peu nasillarde, désagréable. En Nasillard, fait, oui. c'est un accent parigot, parisien à mourir. Et l'autre, effectivement, un accent lituanien très prononcé. Bon, ils avaient chacun leur spécificité. Les deux sont pour moi des, des, des magiciens du verbe, c'est-à-dire que leur langue, à chacun leur livre, il y a un génie de la langue. Et d'ailleurs, je me suis permis, je compare avec Béni, que pourtant je considère comme un maître et que j'adore, hein, mais je me dis, il n'a pas du tout cette aisance à l'écrit. Quand j'ai lu tout Béni, évidemment, Je il n'y a comprends. pas il y a pas cette grâce des belles lettres qu'on trouve chez et Sartre et Lévinas. Les deux. Donc, si tu veux, les points communs vont très très loin. Là où ça s'arrête, effectivement, c'est sur chacun des deux dans leur philosophie. On va dire que Sartre, il a placé la liberté comme la vertu suprême. Bon, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est la liberté, dans la pensée de Sartre, qui prime. Et chez Lévinas, c'est l'éthique. Et puis, à part ça, dans le caractère, Sartre, il s'ouvrait au monde et la notoriété, c'est pas de ça le gênait pas, mais on dirait qu'il en avait besoin. Il était devenu, je veux dire, un orateur incroyable, etc. Malgré avec ça, comme tu dis, hein, on pourrait dire ses défauts physiques, hein, effectivement, le strabisme, la voix, tout ça. Tu te dis normalement, il n'est pas fait celui-là pour devenir un Tout leader à fait. et pourtant il l'a été. Et Lévinas, c'est absolument l'inverse. Et ça, pour l'avoir connu intimement, je peux te dire, il était juste d'une humilité hallucinante. Et même dans son rapport à Sartre, il se sentait toujours, alors peut-être le fait qu'il n'était pas français de naissance, je ne Oui, sais pas. Et puis sa nature d'abord, c'était quelqu'un qui était très effacé, d'une humilité incroyable. Il était toujours euh, intimidé par le fait que des Sartre et d'autres éminents comme ça penseurs le considèrent lui-même comme un grand philosophe. Ça l'intimidait profondément. Il n'était pas à l'aise à parler en public. Et je te termine juste ça, quand il y a eu mai 68, t'imagines, Lévinas était prof de philo à Nanterre. Et par nature, il n'a pas pu participer à mai 68. Parce que sortir, manifester, c'était oui, pas du tout Lévinas. ça ne lui Voilà. ressemblait pas. Ça lui Alors, on va ressemblait pas. avancer, Laurent, parce que la santé de Sartre décline Oui, et Sartre ne veut pas attendre que ce travail qui est en cours avec Béni soit terminé. Il veut le livrer assez vite au lecteur. Alors là, on va avancer parce que justement, c'est là que les choses commencent à se corser, puisqu'on arrive vers 80, qui est malheureusement la mort de Sartre. Alors à toi. oui, ben, en fait, euh, ils ont enregistré en tout, c'est Arlette Elkaïm qui le dit, plus de 800 heures d'audio. Alors, ils n'avaient pas tout enregistré, mais ce qui avait été enregistré de leurs années de travail, il y en a pour 800 heures sur bande. Il y a une personne qui a tout écouté, c'est cette fameuse Arlette El-Kaïm, la fille adoptive de Sartre, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et Sartre demande à Arlette de faire une version retranscrite et synthétique. Donc, en fait, ils vont choisir des morceaux ensemble. Ils vont être ensemble à la maison, ils vont travailler à la réécoute, etc. Donc, il va faire une sorte de version synthétique de tout ça, où plus d'une dizaine de termes sont abordés. La violence, la révolution, et alors, le terme très surprenant pour tous les lecteurs, c'est le messianisme juif. Quand on connaît un peu Sartre, on dit pardon, Sartre qui est le pape de l'athéisme et qui fait tout un chapitre sur le messianisme juif. Alors, autant je suis révolté par le scandale injuste qui a été déclenché à l'époque, vraiment avec malveillance contre cette publication de Sartre, mais autant je comprends l'effet de surprise.
Ça, c'est une évidence. Quand bien on connaît sûr, ça, bien moi sûr. aussi, qui du coup, pendant toutes ces années, tout étudié Sartre, c'est juste stupéfiant. Mais ce qui est Mais inquiétant quand même, c'est que c'est toute la Sartrie. oui, oui, oui. Et, Ah oui, d'accord, tout le la monde pire, sait ça a l'idée. été Tous la les pire. proches de Sartre. Ouais. Voilà, la pire. Par contre, je voudrais quand même citer la phrase de Pierre Goldman que j'ai Ouais. retrouvée. En Ah, parlant de vas-y. Béni Lévy, il dit Béni, c'est un talmudiste égaré dans la glose doctrinale des textes maoïstes. C'est très Exactement. beau. C'est C'est très très beau. beau. Et ça, c'est dans les mémoires d'un juif polonais, donc c'est dans ses mémoires qui était en lice pour le prix Goncourt à l'époque. Oui, C'est un très bon livre, avant qu'il se fasse exécuter. eh oui. Mais, mais oui, c'est vraiment. Et tu te rends compte, donc c'est ce que je disais, hein, il a vu venir. Il a bien perçu le caractère, si tu veux, la Ah, vraie c'est nature important. de Béni. Et c'est ce qui m'a permis aussi, dans mon travail de réflexion, de me dire qu'il n'y a pas de raison que Pierre Goldman ait vu ça et pas Sartre. C'est pour ça que je dis que moi, ma théorie, c'est que dès leur première rencontre, Sartre a aussi perçu ça Il y a de en fortes Béni. chances. Il y a Alors une forte arrive chance. 80. Ouais, 80, parce que là, il faut absolument qu'on avance. d'accord. 80. Alors, il y a deux personnages qui entrent en lice. Il y a Raymond Aron, Ouais. dont tu vas parler, et il y a le Nouvel Obs. Alors, Oui, qu'est-ce qui se alors, passe avec l'un et avec l'autre? ouais, alors, alors peut-être on va dire dans l'ordre chronologique, puisque Raymond Aron est intervenu Oui, en réaction au Nouvel Obs. On va commencer par le Nouvel Obs. Donc, une fois qu'il a fait ce travail de synthèse Sartre, et qu'en fait, il a réuni finalement 80 pages. hein, Ça fait 80 pages, donc tous les thèmes abordés avec Béni, on va dire, dans lequel il renouvelle complètement sa pensée Sartre, et il lui donne un titre qui est le titre le moins sartrien du monde, mais qu'est-ce qu'il est beau, il appelle ce texte L'espoir maintenant. Quand on connaît Sartre, on se dit ça ne sonne pas du tout comme du Sartre, de l'espoir maintenant, et pourtant c'est extraordinaire. Alors quand on sait qu'en plus l'espoir, il est question de messianisme juif et de pensée juive, quand on sait que l'espoir, évidemment, dans la pensée juive, bah, l'espoir, c'est même en hébreu Hatilva, bien c'est sûr. même devenu le nom de l'hymne national, donc c'est vraiment un mot qui est central dans toute la pensée juive. Bref, il appelle ça l'espoir maintenant, et il dit, je ne veux pas le publier en livre, parce que je veux le publier très rapidement. D'ailleurs, il a publié quelques jours plus tard, et il a dit, je vais le faire publier dans le plus grand hebdomadaire de gauche, qui s'appelle le Nouvel Obs. Et donc, il appelle à l'époque le patron du Nouvel Obs, En Daniel. c'est Jean Daniel. Voilà. Et alors là, ce qui est top, c'est que j'ai trouvé le témoignage de Jean Daniel. C'est-à-dire qu'il a laissé ses notes, ses carnets, Jean Daniel. Donc, tout ça, c'est la source, c'est Jean Daniel, hein. Donc, et Jean Bravo. Daniel raconte comment il est contacté par Sartre via Pierre Victor, qui lui donne le manuscrit de L'Espoir maintenant, qu'il est sidéré par l'intelligence de ce texte, Jean Daniel, qui le fait lire à Pierre Nora, pour ceux qui connaissent, hein, Pierre Nora, l'historien académicien, qui était chez Gallimard, donc Gallimard, la maison d'édition de Sartre, donc Pierre Nora qui connaît Sartre par cœur. Pierre Nora, d'ailleurs, pour la petite histoire, qui est l'oncle de mon éditeur, de Olivier Nora, le patron de Grasset. C'est le frère du père d'Olivier Nora. Tout ça pour dire un petit peu comment ce monde-là est incroyablement lié. Bref, et il décide de publier Les Sports maintenant dans le Nouvel Obs. Et ce qui est extraordinaire, tu as vu, tout à l'heure, tu m'as cité, tu as lu ce passage de Sartre de 73, de 77, donc 3 ans avant la publication, dans lequel Sartre il dit attention, il va peut-être y avoir, ça va provoquer, on va dire, un scandale, on va dire tu m'as manipulé. Eh bien, en publiant le texte, Jean Daniel, lui-même, il fait une sorte de préface dans le Nouvel Obs au texte, et dans lequel il dit attention, ce que vous allez lire, ça va vous choquer, mais il ne faut pas, c'est du Sartre. Et je peux te le montrer, je l'ai là sous les yeux, l'original. Voilà donc, c'est paru le 10 mars, c'est 80. ça, le 10 mars 1980. Voilà donc le journal, le Nouvel Obs, avec l'espoir maintenant de Jean-Paul Sartre. Et c'est à l'intérieur qu'il y a cette bombe nucléaire philosophique qui va Et alors paraître. là, ça a été vraiment le Ah bah, raz-de-marée. tout A le monde commencé s'imagine. d'abord par Simone de Beauvoir. Ah, il y a une scène que je décris dans le livre. Ah La oui, veille de quand la elle lui publication, jette il lui le jette à la gueule. fascicule. Oui, exactement.
Ils sont dans leur appartement, enfin, dans l'appartement, ils ne vivaient pas vraiment ensemble, mais enfin, ils étaient tout le temps. Et le soir, elle vient, elle fait une scène de ménage à Sartre. Elle lui dit, comment tu peux faire publier ça? Elle lui jette à la gueule. Vraiment, c'est homérique ce qui s'est passé entre les deux. En Elle fait, était... elle a très Alors, mal moi, vécu le fait qu'il lui ait pas soumis d'abord le texte, parce voilà. que Ouais. auparavant, en C'est bien que amont, tu rappelles ça parce que moi, franchement, j'essaie d'être très honnête aussi. C'est vrai qu'elle prend cher, comme on dit aujourd'hui, Simone de Beauvoir avec moi dans le livre, mais j'essaie aussi de comprendre la psychologie. Effectivement, je me dis quand même, il s'est passé aussi en elle, il y a eu une forme de violence qu'elle a subie, que je peux comprendre, très franchement. Quand on connaît leur histoire, là, c'est pas le voilà, elle a moment très pour mal moi de faire vécu ça, le mais fait que quand pour on la connaît leur première histoire, fois, voilà, exactement, c'est que elle ait été évincée. tous les textes qu'elle a toujours publié ça toute sa vie, parce qu'il a connu Simone de Beauvoir quand ils étaient étudiants, donc tout ce qu'il a publié toute sa vie a été publié après que Simone de Beauvoir l'ait lu. Tout à Je fait. peux pas dire validé, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, elle l'a lu, ils en ont Entre parlé, guillemets, oui. Et alors, donc, toute la voilà. Sartrie se soulève, enfin, tout le monde lâche, Sauf sauf, sauf, laisse-moi maintenant. Donc voilà. pour elle, ça a été, elle a senti comme une trahison personnelle. Non, mais c'est important, c'est pas pour l'amender, mais c'est pour comprendre quand même que, voilà, il y a eu, ça a été pour, elle a vécu la chose très violemment. Ça n'excuse pas les, ben en fait, elle a plongé dans des, dans des relents C'était nauséabonds dans ce qu'elle nauséabond. a cru. Elle a même Vraiment, vendu à la police, hein, au RG. il y a la- Ah, exactement, c'est hallucinant quand on connaît l'histoire. Et ça, je tiens la source, pareil, parce que tu penses bien, c'est pas Simone de voilà, Beauvoir tu qui peux nous pas l'a dit. annoncer ça si c'est pas Non, vérifié, hein. la source, c'est le directeur des RG. C'est sourcé, c'est écrit, c'est dans ses mémoires, et c'est lui qui annonce, qui nous apprend que Simone de Beauvoir a balancé Béni Lévy et Sartre au RG pour les faire écouter, surveiller. Enfin, c'est surréaliste. Son comportement était vraiment odieux, quoi. Et Raymond Aron, et je te termine, et Oui, Raymond Aron est intervenu, alors là aussi pour un peu resituer, Raymond Aron était le camarade de Normal Sup de Sartre, donc tu vois, ils étaient quand même très très jeunes, ils étaient amis, et pour donner encore un petit détail, pour voir, c'est Raymond Aron à l'époque qui parle à Sartre d'un jeune Lévinas qui vient d'écrire un livre sur la phénoménologie de Husserl en français. Et c'est parce que Raymond Aron parle de Lévinas à Sartre que Sartre va tout de suite aller acheter le livre que lui a recommandé son ami Raymond Aron, publié par Lévinas, qui est en fait la thèse doctorale de philosophie de Lévinas. Et c'est donc pour te dire le lien. Ils étaient très proches. Mais ils se sont brouillés pendant plus de 40 ans. Après ça, sur leurs engagements politiques respectifs, Sartre et Aron, ça a été très violent entre eux. Ils se sont plus adressés la parole pendant 40 ans. Et quand est mort Sartre, Bernard Pivot, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui avait une émission extraordinaire tous les vendredis, apostrophe, il avait réuni sur le plateau, 2 jours après la mort de Sartre, il réunit sur le plateau d'apostrophe. La scène est juste euh, historique. Réellement, je déconne pas, parce que c'est la première fois qu'on voit à la télé Béni Lévy. Béni Lévy, à ce moment-là, a 35 ans, il est en deuil de son ami euh, Sartre, qui vient de mourir il y a 2 jours. C'est la première fois qu'on le voit. La première fois que le public français voit qui est ce jeune Béni Lévy à la télé. Et face à Béni Lévy, il a mis Raymond Aron. Et ce qui est dingue, alors que Raymond Aron était donc, on a dit, même s'ils étaient amis il y a 40 ans plus tôt, mais il était le némésis de Sartre, l'opposant politique de Sartre, idéologique de Sartre, eh bien, Raymond Aron va démonter Béni Lévy en direct. Il va le traiter de faussaire. Il va dire que l'espoir maintenant, si Sartre parle de messianisme juif, c'est que c'est pas possible, c'est pas Sartre, c'est que c'est Béni qui l'a manipulé, c'est peut-être même que c'est lui qui a inventé les mots. Enfin, incroyable. Et il le descend. Je dois dire que Béni s'est admirablement bien défendu. J'ai adoré. Il a été d'abord très surpris. Il faut voir la scène, elle est incroyable. Il a été d'abord vraiment. Il ne s'attendait pas à cette attaque en direct à la télé. Et il s'est admirablement bien défendu. Mais enfin, c'était quand même Raymond Aron face à lui. et, Donc oui, il a aussi on a, été et odieux. Bernard Pivot a de la sympathie pour Béni Lévy. Il ne peut pas décemment le défendre sur le plateau, mais pour avoir assisté à cette soirée, on, on suspecte. Il a de la sympathie, oui, je suis d'accord, mais on le comprend très très bien, même dans sa façon de présenter au début de l'émission Béni et sa façon de lui parler, on voit très bien. En fait, pourquoi cette sympathie, c'est quoi? C'est que il est
moi, je pense qu'il est admiratif, même Pivot. On le sent, ça se voit dans le regard, la façon de parler. Tu sais, il y a des signes, même physiques, hein, quand Oui. on parle. Et on sent qu'il se dit, mais ce jeune homme que j'ai face à moi, c'est quand même un jeune homme dont Sartre a fait son égal intellectuel, dont Sartre a fait son interlocuteur. Ils ont écrit ensemble un texte. Donc, il était fasciné, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Il était fasciné par ce jeune Béni Lévy, mais on sent bien qu'il ne prend pas parti. Il ne tranche pas. Il ne dit pas, il ne vient pas défendre Béni face à Aaron. Il ne dit pas non, c'est pas. Il laisse un peu faire, mais effectivement, il y avait une fascination, comme tous ceux qui rencontraient. De Et toute en façon, fait, Béni on était apprend que fasciné. Béni met un quart de siècle à répondre à Beauvoir dans un livre, La cérémonie de la naissance, chez Verdier, qui est une maison d'édition Oui, oui, qu'il a créée, qu'il a fondée. oui. Hein. Mais celle qui l'estocade pour Simone de Beauvoir vient surtout d'Arlette, Arrête. qui, dans une lettre magistrale, et où elle termine en lui disant, mais est-ce que vous étiez où? Vous lui avez fait la lecture, vous, à Sartre? Vous vous êtes occupé de Sartre? Vous étiez là quand il est mort? Parce que Sartre est mort en donnant la main à Arlette. Il y avait qu'Arlette de présente. Oui, alors là, c'est Béni, carrément pour sa mort. Mais tout à même pendant fait. toutes ces années où il était déjà, il avait Mais la bien cécité, il sûr, ne produisait plus du tout, c'était pas Simone de Beauvoir qui allait faire la lecture pas tous les du jours à tout. Pas c'est ce du qu'elle lui tout. reproche. Voilà. En Et fait, parce ça, que c'est très fort, en fait. c'est une lettre. Alors, ça a été une lettre ouverte publiée dans Libération par Arlette, une semaine après la publication, on est en 1981, donc un an après la mort de Sartre et après la publication de l'Espoir maintenant. Simone de Beauvoir, elle crée une qui s'appelle La cérémonie de la naissance, la cérémonie des adieux. Déjà Dieu. Et c'est pour ça que c'est Béni Lévy plus tard qui répond à ce livre en l'intitulant très joliment La cérémonie de la naissance. Et dans cette cérémonie des adieux de Simone de Beauvoir, alors bien sûr, c'est là qu'elle est odieuse avec Béni. Il y a même, franchement, il y a des poncifs anti-juifs clairs et nets. Hein, je veux dire, ça, c'est... Et elle est même odieuse avec Sartre. Et elle est aussi odieuse avec Arlette. Et donc, en fait, Arlette, elle qui était de nature très discrète et très humble, elle n'a pas pu se retenir. Elle a dit, il faut Ah là, elle absolument s'est que je... lâchée. Ah là, Elle elle s'est s'est lâchée. lâchée. Elle a voulu et défendre son honneur, puisqu'elle a été quand même interpellée dans le livre de Simone de Beauvoir, et défendre l'honneur de Jean-Paul Sartre, évidemment. Et ce qu'elle a fait admirablement. D'ailleurs, je retranscris vraiment l'essentiel de cette lettre dans le livre. Parce que tout ça n'est disponible nulle part. Hein. Moi, ce sont mes archives de recherche, mes travaux de recherche. C'est disponible, c'est pas en ligne. C'est vraiment très. Tout ça, moi, je travaille sur des pièces originales et c'est très compliqué d'avoir accès. C'est pour ça que j'ai la chance que l'éditeur a accepté qu'on mette des passages très importants dans le livre. Comme ça, au moins, vraiment, on peut avoir toute la quintessence des propos qui Et étaient alors, utilisés à l'époque. tu as fait allusion au carnet de Jean Daniel, et en effet, Oui, il y a un dialogue dans le carnet où Jean Daniel prouve que Sartre avait toute sa tête, je vais le rappeler. Jean oui. Daniel, qui donc est convoqué par Sartre pour la publication de ses Convoqué entretiens, par téléphone. Hein. par Convoqué téléphone, par oui, oui. téléphone. Il lui dit, vous avez le texte près de vous? Et Sartre, je l'ai en tête. Et en effet, dit Jean En plus, Daniel, il le il connaissait pouvait plus par lire. Hein. cœur. Oui, oui. C'est important de préciser, il était plus en capacité de lire. Donc, c'est Oui, oui, important. oui, Donc, tout quand il à dit qu'il est fait, en tête, absolument. Donc, c'est il même encore plus apprenait. incroyable. Ça, c'est impeccable. En fait, à l'appui de tout ça, donc on démontre que Sartre n'était pas du tout sénile, qu'il n'était pas, parce qu'on l'a même accusé par Simone de Beauvoir d'être sous influence juive, Oh Dieu. d'accord? Et en fait, pour terminer cette lecture, ce qui est magnifique, c'est que je ne peux pas faire l'économie de citer Manitou, parce que le Ah, travail, Béni Lévy devient ce que à Manitou appelle l'ivry. Il a fait le il a fait le passage, passage. ok? Et c'est magnifique. Il est vraiment, dans sa naissance, redevenu l'ivry. Très beau. Dixit Manitou. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce livre que je vous encourage vraiment. Il y aurait tellement, on pourrait, mais là, il y a déjà 3 ou 4 émissions à faire pour la radio. Et alors, je voudrais quand même qu'on dise quelques mots à la famille de Béni. Il y a donc Léo, Oui, parce que après la mort de Sartre, donc Béni décide d'aller en yeshiva à Strasbourg, et puis oui, après, ils décident de faire leur alia. Et il y a son oui. fils, leur fils René, qui est devenu philosophe et qui a fait une étude sur Maïmonide, par exemple, Par exemple, ouais. entre Alors, autres.
Entre autres, c'est un. Bon, d'abord, je dois dire que je ne suis pas neutre quand là tu parles de René, puisque René, depuis plus de 20 ans, depuis 24 ans maintenant, René est d'abord et avant tout mon maître. C'est donc avec René que j'étudie depuis 24 ans. Il a pris la suite pour moi de Lévinas. Donc j'ai une proximité toute particulière avec René. Bien sûr. Il est aussi devenu bien sûr un camarade et un ami. Mais voilà, mais c'est aussi un maître. Donc, et alors, il a effectivement écrit La Divine Insouciance. Tout ça, c'est publié chez Verdier, Les Doctrines de la Providence chez Maïmonide. C'est donc un livre de 800 pages dans lequel il commente une phrase de Maïmonide dans le Guide des Égarés. Tu imagines, il en fait 800 pages et c'est juste brillant. Il a écrit un autre livre extraordinaire sur Saint Paul, Saül de Tarse. Bon, pour moi, il est à mes yeux, j'essaye de le dire avec le plus d'honnêteté intellectuelle, de détachement, mais je pense réellement qu'il est le plus éminent aujourd'hui de tous nos philosophes, de tous nos intellectuels. Il est brillant. Et il est en plus, évidemment, c'est un talmudiste d'une originalité, d'une profondeur, d'une rigueur qui est pour moi sans aucune comparaison aujourd'hui. Et j'ai une Il chance écrit incroyable en d'avoir hébreu connu. ou en français? Il écrit en français, mais il est parfaitement hébraïsant. Oui, bien sûr. Il connaît même le grec ancien, il a des notions d'arabe. Enfin, je veux dire, c'est ébouriffant d'étudier avec lui. Voilà, enfin, il est extraordinaire. Donc voilà. Mais en fait, il a eu un peu le parcours inverse de son père. Parce que lui, il est né, enfin né, je parle au niveau de l'éducation, hein, dans la Torah, dans la Hein. pensée juive. Il était en yeshiva adolescent, etc., jusqu'à ce que finalement il claque la porte, parce qu'il est un peu rebelle, René, Les de la chats n'ont jamais fait yeshiva. de chien, hein. Exactement, c'est normal. Et il va se mettre à la philosophie après. Donc, si on veut, bon, j'estime qu'il l'a fait dans le bon sens, lui. Parce que même Benny regrettait lui-même, il dit d'avoir perdu toutes ces années euh, euh, au début, quand il était que dans la philosophie, pas dans la pensée juive. Donc, oui, effectivement, René est absolument brillant. D'ailleurs, j'ai fait quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur dans le livre, à la fin du livre. Tu dois t'en rappeler, Monique, c'est que quand je fais vraiment une analyse du livre L'espoir maintenant entre Sartre et Béni Lévy, de leur discussion, de ce qui est dit, des thèmes abordés. Et j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai fait intervenir dans leur discussion à deux René, le fils de Et Béni Lévy, pour j'ai venir nous beaucoup éclairer. apprécié. Hein, c'est J'étais joli. très Pour sensible venir à nous ça. éclairer. Voilà, Tout moi à j'ai trouvé, fait. c'est pour ça même voilà, bref, parce que pour moi c'est tout est la transmission et je trouvais Bien ça. sûr. Voilà. Et pour terminer, tu termines avec une citation, enfin, c'est pas une citation, une remarque. Laurent Tuile-Tartour termine en disant: quand on songe à l'idée d'un Sartre maïeuticien de Béni Lévy et qu'on voit le bébé si joli, on se demande si finalement l'œuvre de Sartre la plus importante de la dernière partie de sa vie n'aura pas été plus encore que l'espoir maintenant le personnage Béni Lévy lui-même. Même, ouais. Et j'en suis Ouais, bah, convaincue, c'est la dernière phrase du livre. Je termine comme absolument. ça. Laurent Tuile-Tartour, merci pour achever Sartre. Merci à toi, Monique. Je Merci, merci. conseille aux éditions Grasset dans la collection Figures. Merci Laurent. C'était un bonheur cette discussion avec toi. Merci, Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.